présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à vous, bonjour Gilles Leclerc et bonjour et bienvenue Jean-François Copé, donc bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Alors dans les commentaires qui suivent l'émission de l'autre jour, il y a des commentaires qui sont assez positifs, considérant que finalement d'abord l'émission a été un succès d'audience, deuxièmement le débat tourne maintenant autour des propositions du président de la République, mais l'autre aspect des choses, c'était notamment le thème de l'éditorial du Monde, ou voire même celui d'Éric Zemmour, que vous connaissez bien ce matin sur RTL, c'est peut-être trop peu, trop tard. Alors comment peut-on faire la balance entre ce qui est positif et ce qui est considéré comme négatif? D'abord, j'entends trop peu, trop tard, il faudrait savoir. Je croyais que c'était trop, et voilà que maintenant certains disent que c'est trop peu. Vous avez là l'illustration parfaite de l'art et de la difficulté de gouverner. Sur le fond, c'est pas étonnant que les propositions de Nicolas Sarkozy soient maintenant au cœur du débat public, compte tenu du caractère très timoré, très rabougri du projet de Monsieur Hollande, qui est un peu à l'ancienne quand même, il faut bien le dire, remettre les 35 heures à fond, remettre la retraite à 60 ans pour une partie de la population, remettre des hausses d'impôts à tous les étages. C'est sûr qu'avec ça, on ne bouleverse pas le débat public. En revanche, assumer que le rendez-vous numéro 1 du pays, dans cette période où tous les pays sont sur la même ligne de départ en Europe, de dire ce qui est devant nous, c'est un rendez-vous de compétitivité et on va gagner ce rendez-vous de compétitivité pour l'emploi et le pouvoir d'achat des Français, je comprends que ça fasse plus débat. Oui, mais quand je disais trop tard tout à l'heure, c'est pas simplement des aspects de comportement dans la façon de gouverner, c'est trop tard sur le plan de l'efficacité à partir du moment où la TVA est remise en octobre, non pas pour la décision, mais pour sa mise en place, et la transaction financière, c'est le mois d'août. Donc tout ça, c'est après la présidentielle. Donc élisez-moi et après il se passera quelque chose. Écoutez, en même temps, il y a une semaine, c'est le charme des périodes qu'on vit, mais il y a une semaine, on nous disait quel scandale, si tout est fait dans le mois qui vient, ce sera fait trop vite et avant la présidentielle, donc pas assez démocratique. Et voilà que maintenant, on fait le reproche inverse en disant le temps que ça soit mis en place, ce sera l'été, l'automne. Je crois que tout ça, c'est des faux débats. Le vrai débat, c'est quoi? Le vrai débat, c'est que les Français voient maintenant sur la table les différents enjeux et puis les différents protagonistes. On voit bien que la manière de sortir notre pays de cette période difficile de crise, c'est un rendez-vous de compétitivité. Si vous le permettez, je voudrais vous dire la chose suivante. Tous les hommes politiques visent un même objectif pour le pays, plus de pouvoir d'achat et plus d'emploi. Il y a deux manières de le faire. Il y a la manière Hollande, qui consiste à dire, écoutez, c'est très simple, on va augmenter les aides sociales, et puis on va augmenter les emplois publics. Voilà. Tout le monde sait que nous n'avons absolument plus les moyens de le faire. Et il y a l'autre manière qui consiste à dire on joue sur la compétitivité, on baisse le coût du travail et on produit en France avec un outil industriel plus compétitif que par le passé. Sur les réactions de François Hollande, la situation politique, Gilles va intervenir, mais il y a une question quand même qu'on peut se poser concernant ces enjeux, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont expliqué au président de la République que ce type de décision pouvait être prise il y a maintenant un certain temps, et on se souvient tous, ici en tout cas sur l'antenne de Radio Classique, du diagnostic du Premier ministre sur la France en faillite. Donc c'est pas nouveau que dans votre camp, la TVA sociale avec Borloo, on est placé sur la place publique justement l'ensemble de ce dispositif qui pour l'instant a été différé jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est exact. Pourquoi avoir attendu? Remettons les choses peut-être dans leur perspective. 2007, c'était avant la crise. Un certain nombre de gens, dont le Premier ministre d'ailleurs, considéraient qu'on pouvait tout à fait poursuivre dans le dispositif qu'il a mis en œuvre, c'est-à-dire le maintien d'un système dans lequel on assouplissait les 35 heures, on maîtrisait la dépense publique, etc. Est venue la crise bancaire, puis ensuite la crise de la dette souveraine. C'est pas 2007, ça, hein. C'est 2008 pour les crises bancaires, 2009. Et puis 2009-2010 surtout pour la crise des dettes souveraines, et puis l'année dernière, les tensions que vous savez. Donc voilà, sur cette base, nous proposons ce plan stratégique, je le crois bon. Il correspond d'ailleurs à quelque chose sur lequel moi je suis très militant depuis très longtemps, parce qu'à Génération France, j'avais préconisé cette réflexion sur la TVA anti-délocalisation, sur la remise en cause effective des 35 heures, et je crois qu'il était bon que tous les esprits mûrissent dans ce domaine. Je voudrais quand même dire que sur cette question de fiscalité anti-délocalisation, de remise en cause des 35 heures plus forte que ce n'était le cas jusqu'à présent, il y avait débat dans la majorité. Il était des moments d'ailleurs où j'étais assez solitaire, il faut bien le dire. Donc je vois qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien que c'est le modèle allemand qui l'emporte
parce que c'est effectivement celui qui a permis d'avoir des résultats. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Jean-François Copé. Jean-François Copé, vous allez ce matin, avec les parlementaires UMP, rencontrer Nicolas Sarkozy, et on imagine avec une feuille de route pour la pré-campagne électorale, notamment à l'occasion de ces mesures. Est-ce que c'est très enthousiasmant pour les députés UMP, par exemple, d'aller faire campagne pour défendre la TVA sociale? Est-ce que c'est franchement très enthousiasmant? Ça me fait sourire parce que qu'est-ce qui est enthousiasmant dans l'affaire? Est-ce que vous trouvez qu'aller faire campagne comme le fait M. Hollande pour dire à bas les riches, vive les augmentations d'impôts et surtout ne faisons pas de réformes courageuses, vous trouvez que ça c'est enthousiasmant? Oh, c'est sans doute une manière d'aller chercher le pouvoir par n'importe quel prix, sauf par un rendez-vous de courage. Qu'est-ce qui est enthousiasmant dans la démarche qui est celle de l'UMP aux côtés du président? C'est d'avoir un rendez-vous de courage avec les Français. C'est de dire effectivement, voilà, nous avons une clé qui va nous permettre de gagner pour les Français plus de croissance, mais plus de pouvoir d'achat. Si c'était une idée aussi formidable, pourquoi vous ne l'avez pas fait, je dirais, d'une façon peut-être plus forte pour que ça rapporte plus et peut-être plus tôt pour qu'il y ait une efficacité et des résultats d'abord, le plus rapidement possible. La TVA, on pouvait le faire plus vite. Écoutez, j'ai pas de réponse à cette question. Vous voulez que je vous dise, on l'a pas fait plus tôt, on l'a pas fait plus tôt. Reste qu'aujourd'hui, c'est un débat que nous avons à l'occasion de cette élection présidentielle avec l'idée que c'est un vrai sujet pour les Français, que de voir la différence qui existe entre un Hollande, je le répète, qui n'a absolument aucun rendez-vous de courage, aucune réforme de structure, et de l'autre, un président de la République qui explique très clairement que le rendez-vous de compétitivité, c'est la baisse du coût du travail. Je rappelle, parce que je trouve que certains de vos confrères, je me permets de vous le dire, font délibérément ou non une présentation très biaisée. Dire simplement « Ah, quelle horreur, Nicolas Sarkozy propose d'augmenter la TVA ». C'est une manière très détournée de présenter les choses. Car à chaque fois, nous prenons le temps d'expliquer qu'il s'agit de ne plus faire financer par les seules entreprises la politique sociale et la sécurité sociale. C'est ce qui fait la différence de coût du travail avec les autres pays. Donc l'idée, c'est que la politique des cotisations familiales ne soit pas payée seulement par les entreprises, mais par tous les Français. Et donc un transfert, on baisse les charges sociales et on le transfère sur la TVA et un peu de CSG. Hier soir, le sommet européen a vu la naissance du nouveau traité à 25, pas 27, si on enlève les Tchèques et les Anglais, mais apparemment, cette ratification ne pourra pas se faire devant le Parlement français avant les élections. Donc, si ça change, si la majorité changeait demain, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Ça, c'est une autre, un autre rendez-vous d'irresponsabilité de François Hollande qui applique la théorie du claquage des doigts. Voilà, je claque des doigts et j'obtiens du président chinois qu'il accepte la convertibilité du yuan. Je claque des doigts, dit M. Hollande, et j'exige la renégociation du traité européen. Je pense que tout ça est contraire à l'intérêt de notre pays. Voilà, je le dis comme je le pense. Et qu'il est un certain nombre de domaines dans lesquels François Hollande s'exprime en sachant pertinemment que ce qu'il propose est contraire à l'intérêt de notre pays. Je pourrais faire la même remarque sur sa proposition de démanteler notre filière nucléaire. Tout ça est irresponsable. Ou bien encore, puisque j'ai compris que c'était ça son objectif, de réduire les crédits de défense pour financer des mesures folles comme le retour à la retraite à 60 ans pour une partie de notre population, ce qui est intenable. Jean-François Copé, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce que c'est quand même l'argumentation de François Hollande justement, de dire au fond le président de la République n'échappera pas à son bilan. C'est vrai qu'il y a un déplacement du débat aujourd'hui sur les propositions, c'est-à-dire qu'on n'est plus totalement sur le bilan. C'est ce que Hollande attaque justement. Et deuxièmement, parce que c'est aussi souvent ce qui vous est reproché, c'est-à-dire de l'avoir sous-estimé, cet homme. Il est mou, il est faible, il est arrogant. Le résultat, c'est qu'encore ce matin, d'ailleurs c'est un sondage public Sénat, il caracole en tête de la présidentielle. D'abord, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être mou et arrogant. Permet de le rappeler. Mais je parlais de la sous-estimation du personnage. Deuxièmement, je n'ai jamais été de ceux qui avaient sous-estimé qui que ce soit. Jamais. Je vous parle de Hollande, c'est pas qui que ce soit. Non, mais d'avoir sous-estimé qui que ce soit en général et François Hollande en particulier. Voilà, pour répondre pleinement à votre question. François Hollande est le candidat du Parti socialiste, il est à ce titre tout à fait respectable et qu'il n'a jamais été question pour quiconque de ne pas avoir avec M. Hollande un débat de fond.
Je me permets d'ailleurs de rappeler que je préfère un débat de fond qu'un débat d'attaque personnelle. Quand j'entends M. Hollande traiter le président de la République d'anormal, je ne suis pas sûr que ça élève le débat. Et quand il dit que le président de la République essaye d'échapper à son bilan par ce dispositif qu'il aurait pu effectivement mettre en place avant. Alors ça, c'est le deuxième point qui me paraît d'ailleurs plus important. Le bilan. Mais excusez-moi, le bilan de ce quinquennat, c'est quoi? La réforme des retraites. Il fallait avoir le courage de la faire. Le service minimum, la réforme des universités, le Grenelle de l'environnement, l'interdiction du port de la burqa, les lois sur les peines planchées contre les mineurs multirécidivistes, la rétention de sûreté, le développement des polices municipales avec des caméras de vidéosurveillance, je peux continuer à l'infini. Dans tous les quinquennats, il y a des réformes importantes qui sont conduites. Et dans celui qui a été accompli par Nicolas Sarkozy, un nombre de choses très importantes sur lesquelles je ne peux pas imaginer que François Hollande promette de revenir en arrière. Je note qu'il le fait déjà sur la retraite à 60 ans. C'est une folie. Mais sur le plan politique, justement, on s'interrogeait avec Gilles. Imaginons justement que la question soit la discussion sur le bilan et sur le dispositif et qu'elle soit en cours actuellement. Pourquoi ne pas être candidat plus tôt pour justement avoir le temps d'expliquer tout ça? Parce que les prédécesseurs, François Mitterrand ou Jacques Chirac, sont arrivés dans un deuxième mandat favoris. Là, il est challenger, si on en croit les sondages. Donc, est-ce qu'il est normal d'adopter une posture de favori, c'est-à-dire se déclarer très très longtemps, quand en fait on est challenger? Enfin, je crois une question. Oui, j'ai compris. Mais je ne crois pas que les termes du débat soient ainsi posés. Parce que, en fait, le problème n'est pas de dire je suis favori, je parle le dernier, ou je suis challenger, je ne pars pas le dernier. Vous l'entendez dans la majorité des arguments. Il y a beaucoup de députés qui ça c'est normal, Guillaume, qui a toujours des positions différentes et c'est très respectable. Je veux juste dire une chose. Le président de la République est encore dans la phase d'accomplissement de son mandat. On n'est pas vraiment rentré encore complètement dans la campagne présidentielle. Qui comprendrait qu'il démarre aussitôt? Les Français ne comprendraient pas qu'il soit dans une logique de candidature alors qu'il est d'abord président de la République. Encore une fois, chacun voit bien qu'il s'y prépare. Ce qu'il a dit dimanche soir à la télévision devant 16 millions de téléspectateurs. Entre parenthèses, j'entends dire que ce que nous racontons, ce que raconte le président n'intéresse plus personne. Je note des niveaux d'audience considérables. Il y a beaucoup de chaînes. Hein. Comment? Il y a beaucoup de chaînes. Oui, enfin, sans doute, mais je ne suis pas sûr que ce soit ceci qui explique cela. Vous voyez, donc il faut acceptons une fois de dire que ce score important d'audience, c'est peut-être simplement parce que ce que le président de la République a dit, c'était peut-être intéressant. Voilà. Est-ce que vous êtes favorable à une réforme, on entend un petit peu parler, qui serait l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives? Et est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy pourrait annoncer ce type de réforme? Vous en pensez quoi? Moi, à titre personnel, j'y suis tout à fait défavorable. De toute façon. Pour une raison très simple. C'est que c'est contraire, de mon point de vue, au bon fonctionnement des institutions. Quel est l'objectif de l'Assemblée nationale? C'est qu'elle dégage une majorité, une opposition qui soit claire. Or, je crois que nous avons suffisamment soupé des tentatives de proportionnel qui font des majorités à 3 voix ou à 4 voix. Est-ce que vous avez l'impression que Nicolas Sarkozy serait tenté par cette réforme? Je ne sais pas. Écoutez, moi, personnellement, je vous donne mon point de vue. J'y suis défavorable, clairement. Est-ce que vous considérez que c'est le dossier du Parisien de ce matin que Marine Le Pen bluffe quand elle dit qu'elle n'a pas les 500 signatures? Je ne sais pas. Écoutez, honnêtement, moi, j'avoue très, très sincèrement ne pas me préoccuper politique si elle ne pouvait pas se présenter. Pas séisme. Oui, restons calmes. Oui. Voilà, enfin, je crois qu'il faut remettre les choses si elle est aux alentours de 20%, c'est ce qui se passe. Non, mais je suis d'accord avec vous. D'accord. Des millions de morts. Si représentant aux alentours de entre 18 et 20%, elle ne peut pas se présenter, c'est une bonne opération pour vous, parce qu'il y a une grande partie des électeurs. Non, mais moi, je ne raisonne pas en ces termes. Ou c'est vrai? Je ne sais pas, et je ne raisonne pas en ces termes. Il y a des règles dans la Constitution qui sont applicables à tout le monde. Donc ces règles, elles consistent en particulier à obtenir 500 signatures de maires. Bon, c'est à chacun des candidats de passer ce premier obstacle. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, la même qui passe son temps à donner des leçons de morale à tout le monde, verrait des bonnes raisons de s'exonérer de cette règle-là plus que les autres candidats. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci Jean-François Copé d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, merci. On se retrouve évidemment demain.